Bonsoir chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, c'est la mondoscopie numéro 39. Nous sommes le 2 octobre 2024. Aujourd'hui, je vais consacrer cette émission entièrement à la question du Moyen-Orient, à la situation au Moyen-Orient et notamment à la situation d'Israël et bien sûr de l'Iran. Voilà, ou bien on pourrait intituler cette émission « Jusqu'où ne pas aller trop loin ?» Alors, donc, il y aura deux points essentiels. D'abord, l'analyse des derniers développements, que je considère vraiment extrêmement dangereux, mais aussi des scénarios d'évolution. Je vais essayer de vous resituer ce qui se passe un peu dans le contexte plus large des relations internationales actuelles. Et puis, deuxième point, impact possible de ce qui se passe au Moyen-Orient sur l'opération militaire spéciale, sur la guerre en Ukraine. Voilà. Alors, la situation, je dois dire que, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui se disent, et de commentaires, etc. Et depuis 2 jours, et donc j'ai attendu au maximum pour enregistrer. La situation actuelle, en fait, ça me fait penser à l'expression qu'on a attribuée à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est pour moi assez juste. Bon, alors ça touchait, vous savez, la conservation des masses lors des changements d'état de la matière. Bon. Mais je trouve que c'est assez éclairant pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, parce que je crois que ce qui se passe en ce moment préfigure peut-être une remise en cause de cette maxime. Alors, pas tout de suite, ça va se voir dans quelques années, bien sûr, mais je pense qu'on est sans doute à la veille d'un changement des masses au Moyen-Orient, dans le cadre beaucoup plus global de la bascule des équilibres du monde tout entier. Et or, on a le nez, bien sûr, sur le guidon, sur l'observation de l'immédiat, sur ce que les uns et les autres font, comment ils réagissent, etc. Mais si on voit la situation d'un peu plus haut, qu'on essaie de se mettre, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'à 10 ans, on peut penser que dans 10 ans, les équilibres régionaux, et notamment au Moyen-Orient, seront différents en nature et pas simplement en proportion. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, mais ça va aller probablement au-delà. Parce que, évidemment, là, je ne parle pas de la matière en tant que telle, je parle des masses d'influence géopolitique et de poids géopolitique respectifs des acteurs. Parce que la mutation globale, la bascule du monde, comme on l'appelle désormais maintenant, je suis ravie que cette expression ait fait florès, bascule du monde, donc de l'ordre international, avec l'émergence du pôle des BRICS, la décadence relative par contraste du pôle occidental, tout ça va modifier la masse géopolitique en fait d'Israël. Il faut bien le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher, bien sûr, à préserver Israël, mais il faut comprendre qu'en fait, ce qui se passe, c'est une crispation, mais je terminerai là-dessus, je l'expliquerai mieux en conclusion. Donc, en tout cas, il est possible, il est probable, à mon avis, que la masse géopolitique, l'importance géopolitique et géostratégique d'Israël, si vous voulez, dans la région, ne vienne à se modifier, et son rapport de force avec les autres grands acteurs régionaux aussi. Je pense, bien sûr, à l'Arabie Saoudite, mais évidemment à l'Iran et aussi à la Turquie. Donc on est dans une phase très cruciale, très dangereuse pour tous, parce qu'il y a des enjeux colossaux, pas seulement de sécurité immédiate. Bon, mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si Lavoisier aura raison ou tort dans 10 ans, et si je serai encore là pour en parler. Mais ce qui est certain, c'est que le Moyen-Orient, c'est vraiment un kaléidoscope et qu'il suffit de secouer un peu la lunette pour que les formes visibles bougent complètement et changent de géométrie. Donc, entrons dans le vif du sujet. L'Iran a donc, certains disent enfin, d'autres disent malheureusement, répondu aux assassinats, à la campagne terrifiante d'assassinats
non seulement d'Ismaël Haniyeh et toute sa famille, mais de Hassan Nasrallah, donc le chef, l'inspirateur, qu'on le veuille ou non, une figure majeure du Hezbollah dans la région, et aussi du commandement du Hamas au Liban et de nombreuses autres victimes. Je ne parle même pas des victimes civiles dans l'opération des beepers et des talkie-walkie. Je parle du démembrement, d'une forme de décapitation, en fait, de l'état-major, non seulement du Hamas, mais là, du Hezbollah. Bon. Donc, c'est un indéniable succès militaire et de renseignement. C'est aussi la démonstration d'une infiltration forte du territoire iranien par le Mossad, mais aussi, bien sûr, infiltration en Syrie, infiltration au Liban. Bon, voilà, c'est clair. Mais là, donc, l'Iran vient de répondre. Alors, il faut se souvenir qu'il y a encore quelques jours, on dit non, mais l'Iran ne répondra pas, il est trop faible, il est sidéré, il sait qu'Israël est supérieur, voilà, enfin, on criait victoire dans les rangs israéliens et même américains qui se sont réjouis de la mort de Nasrallah. Enfin, on est vraiment quand même à un niveau très très bas d'analyse et de compréhension des choses, à mon avis. Mais bon, alors cette fois-ci, donc l'Iran a répondu. Il a probablement prévenu, mais avec très peu de préavis pour le coup, les États-Unis, puisque les États-Unis ont prévenu Israël quelques heures avant, 2 heures avant. Mais cette fois-ci, à la différence de ce qui s'est passé en avril, lors de la première réponse à l'escalade israélienne qui avait eu lieu avec les attaques notamment sur le consulat iranien à Damas, cette fois-ci, il n'y a pas eu j'allais dire, de réunion, pas de planification, mais en tout cas de discussion avancée entre les Américains et les Iraniens sur le calibrage de cette riposte. Et cette riposte est assez différente. Alors, ils l'ont appelée promesse certaine et non pas honnête, comme disent certains commentateurs qui ne comprennent pas ce qui est derrière le mot true. Donc, promesse certaine, point 2, parce que celle d'avril, c'était promesse certaine tout court. Et cette fois-ci, ce n'est pas simplement quelques centaines de drones et quelques missiles. Il y a eu des drones, mais il y a surtout eu 200 frappes environ, certains disent beaucoup plus, de missiles balistiques dans tout Israël. Alors, il n'y a pas eu, Dieu merci, de victimes civiles, sauf un malheureux Palestinien qui a été écrasé par un débris de missile intercepté, soit par le dôme de fer, soit par les défenses américaines en mer. Selon les Iraniens, 90% des frappes ont atteint leur cible. Alors les cibles, c'était quoi? Outre le fait de montrer qu'ils réagissaient, les cibles, c'était plusieurs bases aériennes, plusieurs bases de radar, l'un des QG du Mossad et un certain nombre d'autres lieux d'où ont été planifiés les assassinats contre les leaders du Hezbollah, des gardiens de la Révolution et du Hamas. Bon. Et donc, en plus, il y a eu au même moment une attaque de type terroriste à Tel Aviv même, à une station de tram, mais notamment, enfin à plusieurs endroits en fait, avec un bilan quand même de 4 morts à l'heure où j'enregistre, 30 blessés dont 6 en état critique. Donc le message est quand même très clair. Le message c'est on peut nous aussi vous toucher chez vous, partout, si on le décide. Et c'est pas du tout un fiasco comme je l'entends dire ici et là. Enfin, il y a quand même des commentateurs qui manifestement ne comprennent pas grand-chose ou font semblant peut-être de ne pas comprendre. Enfin, ils ne comprennent pas grand-chose manifestement. Je pense que c'est plutôt ça, à la manière de raisonner et à la manière des Iraniens d'envisager leurs intérêts et donc de faire très attention à ce qu'ils font et à la façon dont ils réagissent aux provocations israéliennes. Donc, c'est une réponse, en tout cas, claire, iranienne, à la reprise assez spectaculaire d'assurance, de posture très
martiale et sûre d'elle-même d'Israël, du pouvoir israélien, hein, du gouvernement israélien et même de l'armée, après la réussite de l'opération sur les beepers, sur les talkie-walkie dont on a déjà parlé, et de l'assassinat bien sûr de toutes les figures majeures, parce que là on avait l'impression qu'Israël, qui est quand même en grande difficulté à Gaza, c'est quand même pas un succès, là, cette année d'opération à Gaza, à part les dizaines de milliers de morts civiles et effectivement quelques milliers de combattants du Hamas tués. Bon, c'est une fuite, on ne voit pas très bien où ça peut mener, où ça peut aller. Donc, il y avait une humiliation. Et donc, Israël, avec cette reprise d'opérations victorieuses, en fait, a repris, entre guillemets, le manche dans la guerre des narratifs, la guerre des perceptions, la guerre aussi vis-à-vis de pour pouvoir imposer une image de ce que fait le gouvernement israélien à sa propre population. Et donc, il y avait une remise en cause très, très lourde, en fait, de l'autorité de l'Iran, qui semblait ne pas répondre à ces opérations et n'être pas en état de le faire. Bon, parce qu'il était sous forte pression américaine, parce qu'il était aussi sous forte incentive, sous forte incitation, pardon, américaine pour une reprise d'un dialogue, pour une levée partielle des sanctions. Et on sait que l'Iran est dans une situation économique très difficile, avec des conséquences sociales et avec des conséquences donc sur la stabilité interne du pouvoir compliquées, et que donc il avait tendance, il ne veut pas l'affrontement régional, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris, et donc il fait tout pour ne pas trop réagir. Mais là, ça devenait trop difficile de ne rien faire. Il fallait donc, Israël avait rétabli, comme ils le disent, sa posture dissuasive par ses dernières opérations, après l'échec à Gaza, après la réprobation internationale qui est quand même gigantesque, après le fait que leur armée est un peu sur les genoux maintenant, et que ce qui se passe au Liban, je ne sais pas comment ça va se passer dans la durée, mais là, l'Iran vient de rétablir, de revenir au score, si vous voulez, pour emprunter une métaphore sportive, sans lâcher toute sa force, bien sûr, sans lâcher toute sa force, Dieu merci. Il croit probablement encore pouvoir éviter l'embrasement, qu'il ne souhaite pas, mais en même temps, c'est pour ça qu'on est dans une phase très dangereuse. Qui peut dire maintenant comment va réagir Israël et que va devoir faire l'Iran? Tout dépend en fait de la réponse de l'Iran. Mais voilà, pour l'instant, ils ont dit que leur représailles à ce qu'avait fait Israël était finie. Donc ce qui s'est passé hier soir, voilà, c'est un coup de semonce, un nouvel avertissement. Est-ce que c'est l'ultime? Je ne sais pas. Et il y a des limites aussi aux capacités nucléaires iraniennes, mais elles ne sont pas celles qu'on fait semblant de connaître ici. L'Iran est quand même loin d'être un pays désarmé ou qui n'a pas préparé d'éventuelles ripostes, à mon avis. Et en tout cas, ce qui a été dit par les responsables iraniens, c'est, voilà, on a répondu, tenez-vous-le pour dit, si vous osez recommencer l'escalade, cette fois-ci, nous frapperons partout, 100 fois plus fort. Et ils ont aussi fait savoir que les États-Unis seraient aussi d'éventuelles cibles. Donc, si vous voulez, il y a un parallèle, moi, qui évidemment me vient, qui est celui de l'Ukraine. Alors évidemment, l'Iran n'a rien à voir avec la Russie en termes militaires, hein, on est bien d'accord. Mais il y a cette idée d'arrêter de croire qu'on bluffe, parce qu'il y a un moment où, à force de nous acculer contre le mur, on ne peut pas faire autrement que de réagir à la hauteur de nos moyens, mais nos moyens ne sont pas totalement insignifiants. Bon. En tout cas, je pense que ce qui a été dit par les responsables iraniens dans la foulée de la riposte, c'est pas de la rhétorique, c'est plutôt un avertissement en espérant que Netanyahou va comprendre. Bon, et lui, il vient d'annoncer qu'évidemment, l'Iran avait franchi une ligne rouge, c'est quand même le comble. L'Iran avait fait une grosse erreur en répondant.
et qu'ils préparaient leur réponse et qu'ils la donneraient quand ils voudraient, où ils voudraient. Bon, ça c'est assez classique, c'est un peu du... Voilà, c'est je montre mes muscles comme l'autre a montré ses muscles, etc., etc. Enfin, pour savoir qui franchit les lignes rouges de l'embrasement régional, quand même, je pense qu'il est difficile de dire que c'est l'Iran depuis un an. Donc l'Iran ne veut pas d'embrasement régional. Mais voilà, il faut arrêter d'en profiter, en fait, de profiter de cette posture de retrait et essayer d'apaiser les choses. Le problème, c'est que ça n'est pas du tout la stratégie israélienne. Et je pense qu'il faut revenir peut-être un peu ici rapidement sur ce que veut en fait le pouvoir actuel israélien et ce qu'il veut aujourd'hui en envahissant le Liban. Parce que là, au moment où j'enregistre, il y a des chars maintenant. C'est plus simplement des frappes, etc. C'est des chars, donc des troupes au sud Liban. Donc, dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre, il y a donc des unités, avant les chars, mais des unités des forces de défense israéliennes de Tsahal qui ont franchi la frontière, juste après que l'armée libanaise, voilà, qui est ce qu'elle est, dans un état de faiblesse fort, ait fui, et que la FINUL aussi, la force soi-disant d'interposition des Nations Unies au Liban, de maintien de la paix, mais pas de rétablissement, soit aussi partie. Et donc, il n'y avait plus que le Hezbollah pour défendre le sud Liban, si vous voulez. Donc, ça, c'est évidemment ce qu'attendait Netanyahou. Il savait que ça se passerait comme ça. Et donc, là, il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario minimum et un scénario maximum. Le scénario minimum, c'est infliger une grave défaite au Hezbollah dans le sud du Liban, donc d'où l'assassinat du chef de l'organisation Nasrallah, d'autres de ses commandants, de détruire l'infrastructure terrestre, de causer au groupe et à l'Iran qu'il soutient un grave préjudice de réputation, donc faire baisser la crédibilité du Hezbollah. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette opération sur les beepers, sur les talkie-walkie, etc. Et puis toute la série de liquidations et d'attaques terroristes, etc. Bon. Et ensuite, derrière, il y a l'invasion qui ne sera pas à petite échelle. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Je pense que c'est juste l'idée, en fait, de prendre une zone tampon qu'on estime parfois à 20 km environ de profondeur, une zone tampon qui permette aux populations du nord d'Israël, qui ont été déplacées depuis l'automne dernier, en fait, de pouvoir rentrer chez elles, et être en sécurité par rapport à d'éventuelles attaques. Donc, en fait, voilà, Israël rentre au Liban. Son idée, c'est de faire une zone tampon et, en fait, de réoccuper une petite partie du Liban. Voilà. Donc, l'idée de ce premier scénario minimum, c'est que le Hezbollah, qui a été très très affaibli, ne sera pas en mesure de résister à l'armée israélienne, du moins seul, sans soutien extérieur. Alors, quels sont les soutiens extérieurs? Évidemment, il y a le président turc Erdogan qui a appelé tous les pays musulmans à s'unir pour soutenir le Liban. Jusqu'à présent, et d'ailleurs il y a aussi, il y a un certain nombre d'autres États de la région qui l'ont dit, mais jusqu'à présent il n'y a que les Houthis, les Yéménites, qui lancent des roquettes sur Israël et qui apportent un véritable soutien au Hezbollah. Donc évidemment le principal espoir du Hezbollah, surtout dans son état de faiblesse actuel, c'est bien sûr l'Iran, son principal allié, celui dont il est au départ une émanation, même si, d'après ce que je comprends, ce que je sais, ça n'est pas non plus uniquement un proxy, le Hezbollah. Il a acquis, et notamment depuis 2006, une certaine indépendance, en tout cas dans son rayon d'action et dans ses moyens aussi, vis-à-vis de l'Iran.
Donc, c'est trop simple de dire « Ah ben oui, mais c'est juste des proxys de l'Iran ». Ce sont effectivement des bras, si vous voulez, de l'influence iranienne dans la région, à un titre ou un autre, que ce soit les milices chiites irakiennes, que ce soit le Hezbollah, que ce soit le Hamas, que ce soit certains en Syrie, etc. Bien sûr, mais ça n'est pas forcément, on ne les dirige pas comme un morceau de votre armée, quoi. À mon avis, ce n'était pas du tout le cas du Hezbollah. Mais bon. Donc, la question, pour reprendre mon histoire des scénarios, c'est que bien sûr, si les Iraniens viennent au secours du Hezbollah, ils déclarent la guerre à Israël. Et là, c'est le scénario maximum. Et c'est pour ça que Netanyahou cherche à provoquer des réponses iraniennes, à les provoquer. Il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que l'Iran, à un moment donné, ne peut pas ne pas réagir. Bon. Donc, pourquoi ? Eh bien parce qu'alors intervient le gain maximum pour lui, c'est-à-dire l'implication active, enfin très active, directe, des États-Unis dans une guerre. Et là, bon, on comprend bien, il cherche ça depuis de très nombreuses années, c'est-à-dire l'élimination du principal concurrent régional et de la principale menace sur son existence, que constitue l'Iran, par la main d'autrui, par les Américains en l'espèce. Parce que toute la stratégie militaire de l'État juif, c'est ça, c'est faire tomber les menaces de manière préemptive parce qu'il se considère comme un pays entouré d'ennemis mortels, même s'il fait un certain nombre d'accords et de commerce et de plein de choses avec les uns ou les autres. Mais il se dit entouré d'ennemis mortels et donc son principe, c'est l'évitement d'une menace existentielle. Et pour mettre en œuvre ce principe, il faut attaquer régulièrement les voisins afin d'éliminer cette menace à l'avance. Et pour ce qui concerne l'Iran, évidemment, l'idée, c'est de faire en sorte que les États-Unis soient obligés de venir à son secours. Et parce qu'ils peuvent pas, l'armée israélienne ne peut pas vaincre militairement la République islamique, ni même détruire toutes ses installations nucléaires sans le soutien américain. Donc il faut les entraîner d'une manière ou d'une autre. Et donc le moyen le plus simple, c'est évidemment d'attaquer l'Iran pour qu'il attaque Israël avant même que Téhéran ne dispose de la bombe. Parce qu'à partir du moment où Téhéran a la bombe, il y a une sanctuarisation de fait et il y a un équilibre dissuasif qui se fait avec Israël. Et là, c'est un autre sujet. Ça devient plus compliqué. Donc l'ironie, c'est, si vous voulez, dans ce schéma, les États-Unis ne sont pas l'instigateur, ils sont la victime, en fait, ultime. Parce que l'Amérique n'est pas intéressée par une guerre régionale majeure au Moyen-Orient en ce moment. Elle n'en a pas les moyens. Et donc, c'est pour ça il y a eu beaucoup de pression sur Israël pour empêcher l'invasion du Liban, mais bon, ça a juste échoué parce qu'en fait, Netanyahou a vu la fenêtre de tir, si j'ose dire, la fenêtre d'opportunité, la plus propice à sa guerre. C'est quoi ? C'est la campagne électorale aux États-Unis. Et en période électorale, l'administration Biden ne peut que soutenir Israël. Parce que sinon, elle serait accusée de trahison. Elle deviendrait, ça ferait le jeu des républicains pendant la campagne électorale. Donc la Maison-Blanche ne peut juste pas se le permettre. Donc ne serait-ce que refuser un soutien matériel, un soutien en armes, ou un retrait du groupe naval américain, par exemple, même si là... ça n'est pas possible. Donc, et d'ailleurs même Kamala Harris, alors qu'on sait ce qui se passe au sein du Parti démocrate avec toutes les manifestations pro-palestiniennes dans toutes les universités américaines, etc., même Kamala Harris, elle continue à dire qu'il y a un soutien indéfectible à Israël. Elle continue à dire que l'assassinat de Nasrallah est une bonne chose. Voilà, même si quand même un certain nombre de gens au sein de l'administration Biden réprouvent ce que fait Netanyahou. Bon, et en tout cas s'en inquiètent. Donc les États-Unis sont dans un piège. Enfin, le pouvoir actuel américain est dans un piège. Donc l'évolution du conflit dépend du comportement de l'Iran. Est-ce qu'il va donner un prétexte que l'Amérique ne pourra pas ne pas saisir, de devoir s'impliquer militairement, directement, aux côtés d'Israël, contre l'Iran. Voilà.
Et ça c'est la grande inconnue. Et jusqu'au 5 novembre, et ça fait long encore, le 5 novembre, c'est dans un mois, on est à l'abri de rien, parce que, aussi calibrées que puissent être les actions de l'Iran, il ne peut pas retirer son soutien au Hezbollah. Je sais qu'il y a un scénario qui explique que Téhéran aurait lâché le Hezbollah et que c'est pour ça que Nasrallah aurait été assassiné, etc., voire même donné. Bon, ça, pour moi, ça c'est de la propagande israélienne. Donc je ne pense pas du tout qu'on en soit là. Je pense surtout que lâcher le Hezbollah pour l'Iran, c'est une démonstration de faiblesse insigne, non seulement vis-à-vis de sa propre population, hein, parce que bien sûr, il y a peut-être des gens qui se sont réjouis de ce qui était arrivé quand Nasrallah est mort, mais il y en a aussi énormément qui l'ont pleuré, y compris au Liban aussi. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ne serait-ce que même les chrétiens du Liban, qui certes ont été instrumentalisés par Israël dans les années 80, ne sont pas tous, enfin moi j'en connais en tout cas, qui considèrent que le Hezbollah, malgré tout, les a débarrassés d'Israël, a poussé Israël à sortir du Liban, finalement. Donc voilà, la situation est évidemment complexe, il ne s'agit pas de prendre parti pour les uns pour les autres, ça n'a aucune espèce d'intérêt, mais il faut comprendre les choses dans leur complexité. Voilà. Et donc, jusqu'à hier soir, les critiques en fait vis-à-vis de l'Iran, y compris de la part de ses partenaires, hein, se multipliaient. Donc beaucoup, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme Vladimir Poutine en Russie, beaucoup pensaient qu'il fallait réagir depuis bien plus longtemps, il ne fallait pas laisser faire tout ça, ça ne sert à rien d'attendre, parce qu'Israël profite justement de cette tempérance. Et que, bref, il était impossible à Téhéran de rester quoi, sous peine de perdre sa crédibilité intérieure, régionale et mondiale. Donc, voilà, et même les pressions américaines, à la fois militaires, par la présence de moyens dans la zone, et des choses plus positives, l'allègement des sanctions, etc., tout ça, ça a trouvé ses limites. Et probablement l'imminence de l'invasion du Liban sud par Israël a été le pas de trop, la ligne rouge justement franchie par Israël. Voilà. Donc, si vous voulez, Israël continue à jouer vraiment la carte de l'embrasement, du chaos, de l'embrasement régional, et c'est extrêmement dangereux. Et il faut aussi quand même que je vous parle de quelque chose d'important dans le raisonnement des responsables israéliens. Pourquoi se servent-ils de cette fenêtre d'opportunité pour taper là maintenant l'Iran très fortement avant la fin du scrutin, avant les résultats? C'est que le retour au pouvoir d'un Donald Trump inquiète quand même beaucoup de monde en Israël, et notamment au sein du pouvoir, parce qu'ils voient ça comme une grande menace potentielle. Et la meilleure preuve de tout ça, elle est assez récente, elle date d'il y a un mois à peu près, le 5 septembre dernier. Donald Trump a donné une conférence à New York, au Club économique de New York, je crois, et il a dit dans cette conférence qu'il fallait lever au plus tôt les sanctions contre la Russie et contre l'Iran. Pourquoi ? Parce que ces sanctions, en fait, affaiblissent, in fine, la crédibilité, l'attractivité du dollar, la domination du dollar, et que, étant donné les projets en cours et qui sont en train de se mettre en œuvre, d'être mis en œuvre par la Russie et la Chine au sein des BRICS, d'une monnaie, je vous en ai parlé, je ne sais plus si c'est dans Mondoscopie ou dans une clé du monde, d'une espèce de token numérique, enfin avec un panier de monnaie, qui est en fait une alternative progressive, si vous voulez, qui vise à supplanter la domination du dollar dans le commerce international. Tout ça, Trump a très bien compris que c'est une menace majeure pour les États-Unis.
Donc le soutien à Israël, c'est une évidence. Le soutien, c'est une évidence, mais il n'est plus inconditionnel si Israël fait n'importe quoi. Et donc c'est toute la question de la politique américaine, du prochain pouvoir, de la prochaine administration, d'ailleurs quelle qu'elle soit, parce que si c'était un démocrate, il n'est pas dit que on laisse faire Netanyahou éternellement non plus. Mais en tout cas, Trump, lui, il est allé loin au bout de son raisonnement et il a expliqué que les sanctions, ça ne sert à rien, qu'il y a d'autres points, d'autres manières de faire. Évidemment, lui, il adore les tarifs douaniers, les droits de douane, quoi. Et puis, bien sûr, le business. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un potentiel marché considérable du point de vue américain. Hein, c'est plus de 80 millions d'habitants. C'est pas rien. C'est pas rien, et c'est un pays évolué, développé, etc. Et en fait, cette intervention a rendu fou furieux les démocrates américains juifs. Et probablement à Tel Aviv aussi, parce que ils ont expliqué, donc il y a eu des déclarations qui ont été faites, qui ont dit, enfin, c'est totalement délirant ce qu'a dit Trump, ça ruinerait, si jamais on levait les sanctions contre l'Iran, ça le renforcerait. Bon, alors ça, oui, ça le renforcerait, c'est vrai, mais ça ruinerait la stabilité régionale. Mais qu'appelle-t-on la stabilité régionale? Qu'appelle-t-on l'équilibre stratégique au Moyen-Orient? C'est ça le problème, c'est tout le problème en fait. Si l'équilibre stratégique au Moyen-Orient, c'est d'avoir une seule puissance nucléaire, Israël, qui fait peur à toutes les autres, et qui les empêche d'agir. Et c'est comme ça qu'elle arrive à survivre tout en nourrissant une haine de plus en plus inexpiable autour d'elle. Je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça longtemps encore un équilibre stratégique. C'est un déséquilibre stratégique. Donc on voit bien qu'il va falloir passer à un autre genre de relation dans cette région, comme dans d'autres d'ailleurs, comme sur toute la planète, à vrai dire, et qu'on est dans la phase de cette transformation, on est au cœur de cette mutation internationale. Et c'est ça sont ces secousses qui sont si difficiles, si compliquées. Les gens qui ont réagi à cette intervention de Trump ont dit aussi ça va mettre en danger les troupes américaines dans la région. Je rappelle que précisément, c'est tout l'inverse. Téhéran vient de dire que c'est si elles aidaient Israël, si elles rentraient dans une guerre directe aux côtés d'Israël contre l'Iran, qu'elles seraient menacées. Donc, si vous voulez, derrière tout ça, il y a trop d'idéologie et il y a une espèce de vision de la guerre sans fin permanente et des camps, toujours, les uns contre les autres. Et à la fin, c'est le Moyen-Orient qui en pâtit, hein. Et c'est les pays du Moyen-Orient qui en pâtissent. Bon. Moi, je pense que voilà, il y a des limites à la méthode Coué. Enfin, on se pince, quoi. Je veux dire, bon. Et qu'à un moment donné, Trump pose la bonne question. Donc, comment soutenir Israël au mieux, sans mettre en danger les intérêts régionaux et globaux des États-Unis, qui sont quand même en plein repli et en plein défi diplomatique, qui font face à un discrédit très lourd, notamment dans cette région, après ce qui s'est passé en Irak, en Libye, en Syrie, après les avancées chinoises et russes évidentes, après des accords d'Abraham qui sont un peu en panne, après un rapprochement irano-saoudien, je le rappelle, au printemps 2023 qui rebat les cartes, complètement. Donc, si vous voulez, bon, je comprends que du point de vue d'Israël, cette lucidité du candidat républicain soit insupportable, c'est un torchon rouge, et c'est pour ça qu'ils essaient de mettre le feu aux poudres avant, en réinstallant une vision manichéenne du conflit. Enfin, c'est presque enfantin quand on écoute les discours de Netanyahou, c'est le blanc, le noir, le diable, le bon Dieu, enfin je veux dire, c'est complètement, on se croirait dans des contes, en fait. Et donc, voilà, on comprend que Netanyahou veuille faire ça et veuille coincer
le nouveau pouvoir américain et l'actuelle administration certainement dans une intervention malgré elle et malgré Trump, s'il devait revenir, au secours d'Israël. Bon, moi je pense qu'ils jouent contre leur peuple, hein. Ils jouent contre son peuple, comme Zelensky joue contre le sien. Israël est en grave danger, d'autant que je rappelle que donc l'armée est fatiguée. C'est un petit pays, c'est une petite armée extrêmement combative et équipée, moderne et tout ce qu'on veut, et effective, mais c'est une petite armée qui est sur les rotules après un an à Gaza. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef d'état-major, le ministre de la Défense, enfin tout le monde le dit, hein, c'est israélien. Donc, il n'y a pas eu de victoire à Gaza, c'est sans fin, hein, c'est interminable. Ils ne savent pas très bien où ça va aller, à mon avis, même s'ils ont leurs idées du Grand Israël, etc. L'économie va très mal, il faut quand même le dire aussi. Je crois, enfin j'ai vu le chiffre de 40 000 faillites en 2024, ce qui est quand même colossal. Les agences de notation viennent de baisser la note d'Israël à Baa1. Ça, c'est Moody's, mais c'est pire pour Standard & Poor's et Fitch, qui ont, elles, baissé la note à BBB+. Donc, on imagine que si l'invasion du Liban se poursuit et dure, ils vont tomber à la classe spéculative, c'est-à-dire, c'est le mot élégant pour dire risque, gros risque d'investissement. Donc, c'est exode des investissements. Exode aussi d'une certaine partie de la population qui a peur et qui a raison et qui ne veut pas ni continuer à cautionner ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie, ni prendre des risques si l'embrasement devient vraiment incontrôlable. Donc, si vous voulez, il y a une partie de la population, ça c'est Jeffrey Sachs qui l'explique très bien, ce sont j'allais dire, la partie la plus séculaire, la partie qui a été à l'origine de la formation aussi d'Israël, qui est en train certes, elle soutient peut-être et encore partiellement le pouvoir actuel parce que c'est la défense du pays, etc. Donc chacun fait corps, c'est logique. Mais il y en a aussi beaucoup qui prennent la décision de rentrer en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils ne peuvent plus cautionner cette espèce de fuite en avant, en fait, extrêmement dangereuse. Donc, parce qu'il va rester plus que l'électorat des Smotrich, des Ben-Gvir, enfin des gens les plus inquiétants quand même, les plus extrémistes parmi les membres du gouvernement. Et surtout, il y a un game changer qui est, à mon avis, qui est en gestation, pardon, je cherche mes mots, c'est si Riyad et Téhéran parviennent à s'entendre véritablement et à coopérer pour un développement conjoint, accepté dans la zone. Et là, je ne parle même pas d'une levée des sanctions, mais si déjà, en plus des accords que l'Iran a au sein des BRICS, avec la Russie, avec la Chine, et BRICS+, donc l'Arabie saoudite, tout ce pôle de développement qu'on ne veut pas voir, qu'on nie, voilà, on le traite comme une portion congrue, comme oui, une évolution, etc. Mais c'est colossal ce qui est en train de se passer. Et tout ça, ça va aussi avoir des implications sur le Moyen-Orient. Et ça peut en avoir de fort positifs sur les relations entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Donc, si on arrive à ça, Israël va devoir se situer, se resituer pour subsister, pour conserver aussi ses relations d'affaires avec tout un tas de pays de cette région. Hein. Donc, elle devra faire un compromis sur la question palestinienne. Ce sera l'heure de vérité. Soit elle sera de plus en plus marginalisée, soit elle devra se remettre à envisager la création d'un État palestinien ou la création d'un grand État
à la fois avec l'actuel Israël et la Palestine, enfin sur le territoire de la Palestine. L'Arabie saoudite a fait de la création d'un État palestinien la condition de son entrée dans les accords d'Abraham. Le ministre jordanien des Affaires étrangères a dit récemment que tous les pays arabes étaient prêts à protéger Israël si Israël acceptait l'existence d'un État palestinien. Donc il y a une très forte pression. Je ne parle même pas de la Turquie, bon, qui elle aussi cherche sa place, sa voix, son rôle. Donc, pour l'instant, avec Benyamin Netanyahou, évidemment, lui, il n'a jamais eu l'intention d'avoir le moindre État palestinien. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a longtemps fait du Hamas son ennemi utile. Et donc, il ne veut surtout pas de cette dynamique d'apaisement et de développement régional. Il veut que ça s'enraye, il veut mettre le feu aux poudres, il veut reprendre, et d'ailleurs il a repris les bombardements sur la Syrie, et il cherche même à faire en sorte que la Turquie se remette en guerre avec la Syrie, parce que ça arrangerait bien ses affaires, comme ça arrangerait bien d'ailleurs les affaires d'un certain nombre de jusqu'au-boutistes du deep state américain. En effet, les frappes israéliennes sur la Syrie se sont intensifiées depuis le début de l'automne, depuis septembre. Le Kremlin les a condamnés, a tout de suite compris le danger, parce que le Kremlin, depuis des années, essaie de rabibocher les Turcs et les Syriens. Alors, il y a encore la question de l'abcès d'Idlib, qui est encore un sanctuaire, un repère de djihadistes, et sur lequel il y a de temps en temps des frappes russes et des frappes syriennes. Et donc, alors d'abord, sur ces frappes israéliennes en Syrie, Peskov a dit, nous sommes en contact avec nos amis syriens, nous condamnons les frappes sur un État souverain. Donc là, il ne parle pas du Liban, il a dit la même chose sur le Liban, mais voilà, la géographie des hostilités s'étend, ce qui conduit à la déstabilisation, à la tension, et c'est destructeur pour toute la région, et nous en sommes très préoccupés. Bon, l'armée de l'air israélienne avait attaqué des quartiers ouest de Damas avec des victimes civiles. Les frappes aériennes sur la capitale ont commencé à peu près en même temps que l'opération militaire au sud Liban et ont provoqué un incendie de grande ampleur dans la ville. Ça, c'était il y a 10 jours, à peu près, si ma mémoire est bonne. Et en septembre, donc, il y a déjà eu des frappes qui ont repris en Syrie, des installations situées dans les provinces de Damas, Tartous, Homs, et aussi un centre de recherche syrien situé dans la province de Hama. Par ailleurs, il y a quelque chose d'encore plus inquiétant, mais ça se situe encore une fois dans le cadre d'un conflit plus global entre les États-Unis et la Russie, et donc la recherche de son affaiblissement un peu tous azimuts. Ça se passe en ce moment avec l'Arménie, où les Américains sont en train d'essayer de réinstaller les laboratoires qu'ils ont dû sortir d'Ukraine sur les armes biologiques. Ça se passe partout. Enfin voilà, ils en ont mis quelques-uns au Kazakhstan, ils sont en train d'essayer de les recoller à l'Arménie. Enfin bref, parce qu'on a bien compris que la relation arméno-russe était importante. Mais là, c'est une digression. En tout cas, le SVR, donc l'équivalent de la DGSE russe, si vous voulez, le service extérieur de renseignement russe, a prévenu très récemment, je crois que c'est la semaine dernière, que certains pays de l'OTAN et l'Ukraine étaient en train de préparer, puisque vous savez que l'Ukraine recrute des djihadistes en Syrie, notamment autour d'Idlib, pour aller faire des attentats terroristes contre la Russie, mais il y a donc des Ukrainiens. Il y a des Ukrainiens en Syrie et des membres des services ukrainiens en Syrie. Et donc, des pays de l'OTAN et des Ukrainiens prépareraient une attaque sous faux drapeau chimique en Syrie pour discréditer la Russie dans le sud global, quoi, dans le reste du monde, si vous voulez. Donc le plan, ce serait que des militants mettent sur des drones de la chlorine. Bon, et on a déjà accusé la Syrie d'avoir utilisé la chlorine, etc.
et fasse en sorte que ce contenant de chlorine explose au moment où la Syrie et la Russie seraient en train de frapper les groupes terroristes qui sont, les positions des groupes terroristes qui sont dans la province d'Idlib. Voilà, et dans la province dite de désescalation, de désescalade. Et ça, bien sûr, il faudrait avoir des témoins de ça. Et qu'est-ce qu'on trouverait pour ça? Mais rien de moins que ce qu'on appelle les casques blancs. Alors, je ne sais pas si... Enfin, je pense que certains d'entre vous savent ce que c'est que les casques blancs. On a expliqué longtemps, pendant les belles années de la guerre occidentale faite à la Syrie, que c'était des travailleurs humanitaires qui venaient aider les populations civiles syriennes, etc. En fait, les casques blancs syriens, ce sont des djihadistes habillés en blanc, sous couvert d'être des travailleurs humanitaires et qui sont, dont la création et le financement sont très liés tout de même au service britannique, notamment. Donc voilà, ils ont surtout fait un certain nombre d'opérations sous faux drapeau avec des faux cadavres, etc. etc. Tout ça pour l'idée étant de discréditer à l'époque le régime syrien. Mais ils sont toujours là, ils sont toujours actifs, ils sont toujours disponibles, ils s'embêtent. Hein, voilà. Donc l'idée, après je vous parlerai de la crédibilité de cette information, mais si cette information est vraie, et ça n'est pas du tout improbable, c'est typiquement le genre d'opération qui se monte. Enfin, c'est pas quelque chose d'incroyable. Voilà, c'est assez logique que l'OTAN, les États-Unis et bien sûr l'Ukraine prêtent la main à ce genre de scénario ou d'idées, parce qu'effectivement, gêner. Donc, quel serait l'objectif si on fait ça? Si on fait tomber de la chlorine sur la zone de désescalade, dans la province d'Idlib, qui est truffée de terroristes, de djihadistes, soutenus peu ou prou, en tout cas utilisés, instrumentalisés par la Turquie. C'est de remettre la Turquie en guerre avec la Syrie et de gêner bien sûr la Russie, de l'imputer à la Russie, d'imputer l'attaque à la Russie, de remettre, ou à la Syrie, qui sait, de remettre le scope sur l'intervention russe en Syrie et de pousser les Turcs qui soutiennent tous ces groupes et tous ces groupuscules, ou en tout cas qui s'en servent, à venir chercher des noises au régime de Damas, au lieu d'essayer de trouver un arrangement pour en finir de leur affrontement au nord-ouest syrien. Donc on est vraiment, si vous voulez, on est dans une stratégie qui est bien sûr israélienne, mais qui est aussi occidentale, ou en tout cas il y a des mesures d'opportunité occidentales prises pour profiter de ce qui se passe au Moyen-Orient pour venir pourrir un peu plus certaines autres relations et pourrir bien sûr l'image russe, ce qui reste vraiment le sujet intéressant et utile, n'est-ce pas, à nos yeux d'occidentaux. Bon, donc, est-ce que cette information est fiable? Je n'en sais rien, je ne peux pas le vérifier. Elle ne me semble pas improbable. Il est assez logique que les services russes la fassent sortir pour faire en sorte que les Turcs, d'abord, le sachent, donc soient lucides sur la question. Et deuxièmement, s'ils cherchaient à s'en servir contre Moscou, ce qui me paraît improbable, parce que la Turquie est en train d'essayer d'entrer dans les BRICS, donc je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, on ne sait jamais, elle pourrait chercher à s'en servir, et en tout cas à s'en servir au plan politique interne, puisque Erdogan n'hésite pas à avoir des discours extrêmement martiaux et parfois un peu contradictoires avec ses propres intérêts globaux. Notamment lorsqu'il fait des déclarations en expliquant que la Crimée doit revenir à l'Ukraine, etc. Enfin, voilà, il y a quand même des moments, Erdogan est assez imprévisible dans certaines de ses déclarations. Donc il pourrait aussi exploiter un incident, un false flag, une attaque sous faux drapeau de cet ordre-là. Donc je pense que c'est pour ça que les Russes la font sortir, comme ils font sortir périodiquement un certain nombre d'informations sur d'éventuelles attaques sous faux drapeau, pour en fait les désamorcer. Pour dire, ben voilà, on vous l'a dit, maintenant ça arrive. Bon, voilà. Donc,
Donc, que va-t-il se passer maintenant? Je suis incapable de vous le dire. C'est une logique de la guerre sans fin. Il y a une dimension vraiment... Bon, il y a de l'opportunisme politique du côté israélien, évidemment. Il y a aussi une dimension assez eschatologique, et là, il faudra en parler plus longuement, et je ne peux pas le faire. Il y a évidemment l'évidence d'une impuissance européenne et en l'espèce française, puisque nous sommes quand même l'ancienne puissance mandataire au Liban. Moi, je trouve que le président français n'a pas dit que des choses inutiles dans le temps sur le Liban, et notamment sur le Hezbollah. Alors, on lui a évidemment énormément reproché du côté israélien, etc. Mais la question, c'est qu'en fait, on est inutile, on ne peut rien faire à part mettre un bateau pour éventuellement rapatrier nos ressortissants. On en a quand même, je crois, plus de 20 000. Mais on est impuissant. Pourquoi? Pas parce qu'on dit des choses forcément fausses récemment, y compris le pouvoir actuel, mais parce qu'on n'a plus de crédibilité internationale, parce qu'on l'a perdu. On l'a perdu aux yeux de beaucoup d'États de la région. D'abord parce qu'on a une politique complètement oscillante, deuxièmement parce qu'on a eu une politique là, sur l'Ukraine depuis 2 ans et demi qui n'a pas su se singulariser, se servir de la position singulière de la France, justement historique, mais aussi au plan des instances internationales pour proposer autre chose que la fuite en avant dans le conflit et l'affrontement avec la Russie. Et donc tout ça, ça a beaucoup dégradé notre image internationale, énormément. Et ça nous empêche en fait d'avoir une utilité véritable en ce moment. Donc je ne sais pas ce qui s'est dit dans le Conseil de défense qui s'est tenu hier, mais je crains qu'on ne soit pas à même d'être très utile dans cette situation. Et puis surtout, la violation manifeste par Israël de la souveraineté du Liban n'a quand même pas l'air de déranger grand monde, à part François Fillon qui a fait une remarquable tribune qu'il a publiée sur X, à part bien sûr la Chine et la Russie, mais comme ce sont les diables de cette planète, voilà, ce qu'ils peuvent dire n'a pas d'importance, bien sûr. Enfin, tout de même, quoi qu'on pense du Hezbollah, quoi qu'on pense des uns et des autres, quoi qu'on pense de l'Iran, etc., le Liban est une nation souveraine, voilà, qu'on est en train d'envahir. Donc, on pousse des cris d'orfraie dans un conflit qui a été très largement préparé en Ukraine, mais là, en revanche, là, on ne s'énerve pas beaucoup, hein. Et le Liban est incapable de se défendre, ça tout le monde le sait. Et surtout, le Liban incarnait la cohabitation confessionnelle. C'est le dernier État qui l'incarne un petit peu, hein, après ce qu'on a fait à l'Irak, après ce qu'on a fait à la Syrie, après ce qu'on a fait à la Libye. Donc, c'est un pays tout à fait particulier. Donc, plus de Liban, c'est plus d'idées, plus de cohabitation entre les chrétiens et les musulmans, nulle part. Alors tout le monde a l'air de s'en fiche totalement. Et même l'idée, enfin je veux dire, même la zone tampon de 20 km à l'intérieur du Liban, c'est une violation flagrante en fait de la souveraineté de l'État. Et je ne parle même pas des centaines de victimes innocentes. Donc, tout ça pourquoi ? Parce que le Hezbollah ne va pas mourir, pas plus que le Hamas. L'Iran a peut-être attendu un peu longtemps pour réagir, mais vient de le faire. Donc, on n'est pas du tout... on est dans une situation extrêmement dangereuse et qui peut encore totalement déraper, en tout cas jusqu'au 5 novembre. Ça va être très inquiétant. J'ai encore même pas 5 minutes pour vous dire mon deuxième point, puisque le premier a été très long, c'est l'impact d'une guerre majeure au Moyen-Orient sur l'opération militaire spéciale, sur la guerre menée par la Russie en Ukraine.
on a dit que c'était le choix de l'Iran qui, in fine, va déterminer finalement l'ampleur de la conflagration régionale. Mais il y a quand même 2 pays qui sont éloignés de la région pour lesquels ce choix est important. L'un d'eux est déjà bénéficiaire du conflit déclenché par Israël et l'autre en est la victime. Donc, bien sûr, je parle de la Russie et de l'Ukraine. Donc Moscou, évidemment, ne soutient absolument pas la démarche d'escalade de Benyamin Netanyahou. Elle le critique sévèrement. D'ailleurs, Poutine et Netanyahou se sont parlé hier. Elle l'a critiqué très clairement pour les assassinats politiques et les bombardements au Liban. Mais néanmoins, ce que fait Israël pour forcer les États-Unis à participer à la guerre au Moyen-Orient renforce la position de la Russie. D'abord sur le plan diplomatique, puisque ça met en évidence la politique du 2 poids 2 mesures en Occident, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Voilà, tout ce qui est dit et fait sur l'Ukraine, là, le Liban, non, ou même Gaza, ça n'a pas d'importance. Les violations des droits de l'homme, les victimes civiles par dizaines de milliers en Palestine et au Liban, bon, non. Deuxièmement, une guerre au Moyen-Orient aura des répercussions très négatives sur l'Ukraine. Parce que ce sera, même si c'est une guerre limitée entre Israël et le Hezbollah, sans escalade majeure au niveau des États-Unis et de l'Iran, la question ukrainienne va passer complètement au second plan, à l'ordre du jour du monde, si j'ose dire. Donc, et les États-Unis, s'ils devaient entrer en guerre aux côtés d'Israël contre l'Iran, évidemment, vont garder leurs balles et leurs dollars pour ce conflit. Et tout ça, ça n'ira plus à l'Ukraine. Plus. Donc, Israël aura besoin de beaucoup de choses. Donc déjà, l'Ukraine va passer au second plan. Donc l'histoire des frappes à longue portée qui est éminemment dangereuse pour les Américains, je ne pense pas que ça revienne à l'ordre du jour, ça m'étonnerait. Et puis ensuite, si les États-Unis interviennent pleinement dans la guerre contre l'Iran, ils ne pourront même plus soutenir logistiquement comme à leur niveau actuel, l'Ukraine. Et on sait déjà que ce soutien logistique, toujours très important, mais il n'est de toute façon pas suffisant pour renverser la vapeur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Kiev n'aura plus vraiment d'autre choix que d'accepter de négocier sérieusement sur des bases réalistes avec la Russie. Voilà. Donc, je termine en conclusion pour vous dire que moi, modestement, j'interprète tout ce qui se passe en ce moment comme une convulsion régionale d'un processus beaucoup plus large de chute occidentale et d'impasse d'une stratégie qui ne correspond plus à la réalité des équilibres du monde. Je vous ai parlé des BRICS, je vous ai parlé du sommet de Kazan qui approche dans 3 semaines, je vous ai parlé de la lutte monétaire qui est une lutte de titans qui est en train de se structurer, je vous ai parlé de la vision claire d'un Trump sur les sanctions qui considère qu'il est urgent de réfléchir autrement parce que ça affaiblit le dollar et c'est quand même ça le gros sujet pour les États-Unis. Il a tout compris au projet russo-chinois. Il a tout compris aussi à ce que manifestement ne comprennent rien, ne comprennent pas les Européens, c'est-à-dire le projet de von der Leyen de la monnaie numérique des banques centrales. Tout ça, ça va aussi pas dans le bon sens. Mais face à toute cette lucidité, en fait, même au sein du pôle occidental, on a quand même au moins un Trump et ses équipes qui comprennent certaines choses, eh bien, Israël est dans une logique et une attitude qui est en fait anachronique, qui est obsolète, qui est décalée, qui est plus adaptée en fait à la réalité et à la profondeur des mutations en cours et à la nouvelle réalité géopolitique. Donc il va falloir pour Israël, quoi qu'il arrive, et certainement pas avec ce gouvernement évidemment, mais avec ceux qui, j'espère, vont lui succéder au plus tôt, il va falloir rechercher au Moyen-Orient comme en Europe de nouveaux équilibres et un apaisement
et se reconnecter à la vérité des situations. Enfin, pour être clair, il faut qu'on ose traiter les problèmes, en fait. Et les trop lourdes injustices qui sont les prétextes permanents de toutes les guerres de déstabilisation, d'ailleurs pas qu'au Moyen-Orient, partout, partout. C'est parce qu'on ne traite pas les vrais problèmes. Voilà, et les profonds besoins des populations et des peuples. Et je ne parle pas que du peuple palestinien. Je parle aussi du peuple israélien, en l'espèce. Voilà. Donc, ça veut dire un changement drastique de mentalité. Ça veut dire évidemment d'accepter de renoncer, et c'est là que c'est compliqué, parce que ça touche beaucoup de réseaux dans tous les pays, de prébendes, de corruption, d'avantages, de statuts. Bon, il y a les prétendus sauveurs du monde, n'est-ce pas, ont quand même les poches pleines aussi. Donc tout ça, ça veut dire que tout ça doit changer aussi. Ou en tout cas, non pas se moraliser, mais devenir plus supportable, en fait. Et je crois que c'est la seule perspective à laquelle on doit travailler, c'est-à-dire celle de la paix, de l'apaisement et de la réparation de certaines injustices et de la reconnexion au réel, parce que sinon, il y aura rien. Ça n'est que la dégradation qui nous attend. Il n'y aura pas de restauration de l'ordre ancien. Il est perdu, l'ordre ancien. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, mais c'est comme ça. Donc il faut se remettre à la page du monde nouveau. Voilà, je vous quitte là-dessus. Voilà, je vous remercie de partager cette émission si elle vous a plu, de liker, de faire connaître la chaîne, de nous soutenir via Tipeee ou en rejoignant le club des amis et des fans de Paix et Guerre, qui vous permet d'avoir d'autres contenus exclusifs, voilà, en plus de tout ce que je mets en ligne comme ça. Je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée dans cette situation bien triste, malgré tout. Au revoir.